Bien, donc la première session scientifique en tant que telle aura lieu autour du thème du glaucome avec l'équipe de Christophe Baudouin. Merci beaucoup Michel. Après ces très intéressantes communications sur l'environnement et la mise en place des acteurs de la recherche, nous allons avec le professeur Antoine Labbé vous parler de glaucome, donc on rentre dans la pathologie. Moi je vais aborder ce que j'ai appelé la révolution de l'imagerie, car c'en est une réelle, et je vais vous montrer un peu les différentes étapes. Et j'ai listé, j'espère que je n'ai oublié personne, un certain nombre de personnes qui ont donné des images, participé aux travaux que je vais vous montrer maintenant. Et après moi, le professeur Labbé vous parlera du point de vue du patient, c'est-à-dire la qualité de vie du patient glaucomateux, et notamment en s'appuyant sur les travaux qui ont été faits avec les équipes de StreetLab. Le glaucome, c'est souvent associé à la pression oculaire, ce qui est à la fois vrai et faux. En réalité, le glaucome est une neuropathie optique. C'est une destruction progressive du nerf optique et donc de la vision, d'abord périphérique puis centrale, puisque c'est une des causes majeures de cécité, malheureusement irréversible, et lorsqu'elle est bilatérale, c'est une cécité qui est totale. Donc c'est un drame absolu, et c'est une maladie qui est heureusement contrôlable par son facteur de risque principal, car l'origine de la neuropathie est dans à peu près 80-90% des cas au niveau du segment antérieur de l'œil. C'est le trabéculum, c'est l'évacuation de l'humeur aqueuse qui ne se fait pas à travers un trabéculum malade pour des raisons partiellement génétiques, partiellement environnementales, peut-être partiellement toxiques également. Progressivement, le filtre n'assure plus sa fonction, mais la victime collatérale de cette augmentation de pression dans l'œil, c'est le nerf optique. Alors le nerf optique, on va l'observer avec des technologies d'analyse de la fonction visuelle. C'est le champ visuel standardisé avec les taches noires que je montre à droite. Mais la réalité de la vision du patient n'est pas des taches noires qui se rajoutent. Ce sont plutôt un floutage périphérique, des zones de non-vision. Et c'est très important de comprendre cette différence entre la perception que nous en avons d'un point de vue médical et la perception des patients. La révolution de l'imagerie, c'est un peu, mais très utilement, le segment antérieur et beaucoup le nerf optique et la rétine. Alors, le segment antérieur, pour vous montrer qu'on a des techniques d'imagerie d'OCT qui nous ont révolutionné notre manière de comprendre les choses, puisque si vous connaissez un peu le glaucome, vous savez qu'il y a des glaucomes à angle ouvert et des glaucomes à angle fermé, ou par fermeture de l'angle, donc il y a bien un angle quelque part, et cet angle, c'est celui qui est formé entre l'iris et la cornée, au fond duquel, oui, le pointeur n'est pas très efficace, mais ce n'est pas grave, au fond duquel se situe le trabéculum, c'est par là que l'humeur aqueuse s'évacue. Si le trabéculum est malade et l'angle normal, on va parler de glaucome à angle ouvert. Si c'est l'accès au filtre et à l'évacuation qui ne se fait pas parce qu'il y a un blocage par l'iris, on va parler de glaucome par fermeture de l'angle. Donc l'imagerie nous a donné des informations absolument fondamentales et tout à fait intéressantes, avec même des éléments dynamiques qui montrent l'angle se fermer, en particulier à la dilatation et donc à l'obscurité. Mais on peut aller encore plus loin dans l'imagerie. On n'a pas encore l'imagerie ultra sophistiquée, quasi cellulaire au niveau de la rétine, mais on peut voir par exemple l'angle, l'iris qui vient se coller au trabéculum, et ici le canal de Schlemm par lequel s'évacue l'humeur aqueuse. Sauf que tout le problème, c'est donc le fait que l'humeur aqueuse a du mal à franchir ces obstacles, que ce soit à cause de l'iris ou que ce soit à cause du trabéculum malade. Mais évidemment, l'imagerie a été une révolution dans l'évaluation du nerf optique et aussi de la rétine de manière un peu collatérale. Donc le premier facteur de risque, c'est l'hypertonie oculaire. Mais il y a des hypertonies oculaires qui n'entraînent pas de neuropathie optique, donc il y a des hypertonies sans glaucome, mais qui le seront peut-être un jour. Et il y a à l'inverse des glaucomes avec des pressions intraoculaires normales, on parle de glaucome à pression normale, qui sont probablement dus à des facteurs de type métabolique ou de type inflammatoire ou de type vasculaire. L'imagerie a plusieurs enjeux. Évaluer l'existence de la neuropathie optique, donc de dire qu'il y a un glaucome, d'évaluer sa sévérité, sa progression, puisque les lésions étant irréversibles, on ne peut que stabiliser le glaucome. Donc plus on le découvre tôt, plus on a de chances de le stabiliser, mais encore faut-il en être certain et adapter les traitements en fonction de la stabilité ou de la non-stabilité. Ralentir une maladie d'évolution lente ne suffit pas pour préserver l'avenir.
Et puis essayer de comprendre, c'est le deuxième enjeu, ça c'est la partie plutôt recherche, pour essayer de comprendre pourquoi 15% des glaucomes évoluent sans tension d'emblée, glaucome à pression normale, et pourquoi à peu près 15% des glaucomes continuent à évoluer. Ils étaient initialement hypertones, mais on a normalisé la tension et malgré tout, ils continuent à évoluer. Donc on a bien un problème entre 20 et 30% des glaucomateux qui nous pose un vrai problème de compréhension et évidemment, la recherche est là pour essayer de nous aider. Alors c'est une neuropathie optique complexe qui peut avoir lieu et se situer à plusieurs endroits. Alors les axones vont franchir un filtre qui est la paroi arrière et ouverte de la sclère à travers une espèce d'empilement de passoires, de lamelles trouées qui ont des décalages de manière à ce qu'il y ait une résistance de cette ouverture au niveau du nerf optique et donc de la sortie des axones, mais que les axones puissent quand même circuler de manière à peu près libre. C'est ce qu'on appelle la lame criblée. La lame criblée, elle est ici. Et donc, les axones peuvent être, sous l'effet de la pression, comprimés. Les différents empilements de ces lamelles trouées peuvent se retrouver écrasés. Donc, les axones peuvent être cisaillés, parce qu'on comprend bien qu'un axone qui a un trajet relativement linéaire va pouvoir fonctionner correctement, mais s'il est comprimé et il se met à faire des zigzags extrêmement serrés, cet axone ne pourra plus bien fonctionner. Mais il y a aussi l'idée que l'hypertension oculaire, l'hypertonie oculaire, a un impact sur les vaisseaux et donc c'est peut-être aussi parce que l'hypertonie écrase les vaisseaux qui eux-mêmes nourrissent les fibres axonales que ces cellules ganglionnaires finissent par dégénérer et mourir. Sauf que lorsque l'on fait un modèle expérimental de glaucome, la première manifestation que l'on observe, ce n'est pas la perte des cellules ganglionnaires, ce n'est pas l'écrasement des vaisseaux, c'est une inflammation par activation gliale. Donc on sait que la neuropathie glaucomateuse dégénérative due à une hypertonie a une composante inflammatoire qui passe par les cellules gliales. Et puis, pour compliquer les choses, on sait que quand des neurones commencent à dégénérer, il se développe des phénomènes d'excitotoxicité et de neurotoxicité, et que les cellules en train de mourir vont libérer des signaux qui vont tuer les cellules voisines, ce qui est peut-être l'explication de la persistance de certaines aggravations glaucomateuses malgré tous nos efforts. Comment on évalue la gravité du glaucome et son évolution? Alors, il y a non pas une rivalité entre deux concepts, mais il y a une complémentarité entre le concept de la fonction, qui est le plus ancien. La vision étant touchée par les côtés, eh bien on va évaluer le champ visuel, parce que l'acuité visuelle, c'est ce qui persiste le plus longtemps. On peut avoir un glaucome extrêmement invalidant et avoir 10 dixièmes d'acuité visuelle. Mais on peut avoir 10 dixièmes d'acuité visuelle et ne pas pouvoir rater une marche ou on va ne pas voir le bord du trottoir qui est pourtant évident pour l'entourage, ce qui d'ailleurs est un autre type de problème, c'est la perception par l'entourage de la gravité du glaucome. Le champ visuel va être une manière d'évaluer. Alors on peut le faire d'une manière visible et qualitative, comme on le fait là sur cette série de 4 champs visuels qui manifestement sont de pire en pire. Et puis les statistiques nous ont permis d'avoir des analyses beaucoup plus poussées, des analyses de tendance qui peuvent nous montrer à la fois le déroulé de l'évolution sur des indices qui ont été calculés à partir des champs visuels. Donc c'est la courbe à droite dont vous voyez malheureusement qu'elle est bien en descente, et donc des projections en se disant si ça continue à descendre comme ça, eh bien à partir de tel âge, le handicap visuel sera majeur. Mais dans le duo, il y a aussi la structure, c'est-à-dire l'analyse du nerf optique. L'analyse du nerf optique, pendant longtemps, s'est faite en regardant le fond d'œil. Voilà un beau nerf optique. Et quelques années après, le nerf optique s'est creusé dans sa partie haute, là où il y a la flèche. Il y a eu une perte des cellules ganglionnaires, une excavation accrue de la tête du nerf optique qui traduit la perte des cellules ganglionnaires. Et donc, on voit qu'il y a une évolution. Mais il faut quand même reconnaître que ce n'est pas d'une précision extrême. Et c'est là que l'imagerie par OCT a été la première révolution de l'imagerie en matière de glaucome. L'OCT nous permet de calculer à des endroits très précis par rapport à l'emplacement de la tête du nerf optique l'épaisseur des fibres ganglionnaires. Comme ce sont essentiellement celles du haut et celles du bas qui meurent, eh bien, il suffit d'avoir un déroulé circulaire de l'ensemble de l'épaisseur de la couche des fibres, puis des analyses comparant à des bases de données
toute l'importance des données, comme cela a été dit tout à l'heure. Ces bases de données normatives permettent de dire que cette partie haute est statistiquement hors de l'intervalle de confiance, donc elle est anormale, et que celle du bas est probablement assez normale, tandis que l'autre œil, qui n'a pas forcément un aspect extrêmement différent du point de vue morphologique, est encore dans la norme. Donc glaucome à gauche, pas encore de glaucome à droite, ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Voilà déjà un premier élément extrêmement important. Là aussi, des analyses de tendance ont pu être faites. Et en fonction des mesures qui sont complexes sur ce tableau ou un peu plus agréables à regarder sur des courbes, on peut comparer les différents éléments. Donc il y a en haut à droite le suivi de l'épaisseur moyenne de la couche des cellules ganglionnaires. Juste au-dessous, l'augmentation progressive de l'excavation, puisque si le plein se vide, eh bien le vide augmente. C'est le principe de l'excavation et de l'anneau neurorétinien. Ou alors, de manière encore plus fine, en regardant secteur par secteur, haut et bas, l'évolution éventuelle qui peut nous prouver qu'il y a ou non une évolution ou une stabilisation. Et puis, on va rentrer dans des choses un peu plus de l'ordre de la recherche. On a été frappé déjà il y a longtemps, lorsque les OCT rétiniens se sont développés de manière beaucoup plus performante avec le spectral domaine, on a été frappé de voir des microkystes assez fréquents dans les neuropathies glaucomateuses. Ce n'est pas spécifique du glaucome, on le retrouve dans d'autres types de neuropathie, mais on ignore un peu ce que cela signifie. On peut penser qu'il s'agit, ce que l'on voit, ce sont en fait les cellules de Muller qui traversent la rétine au milieu de cavités qui se sont vidées, qui ne sont pas a priori liées à de l'inflammation, qui ne sont pas forcément liées à un aspect vasculaire, puisqu'on n'arrive pas à retrouver un phénotype. Je pense que tout simplement on ne le retrouve pas parce qu'on n'a pas la capacité de voir les kystes plus petits. Et donc on ne voit que les plus gros, et donc je pense qu'on manque encore un peu de résolution. Mais c'est quand même intéressant. On parle d'une maladie où les cellules ganglionnaires meurent. On parle d'une maladie du nerf optique. Et là, on est en train de regarder une couche rétinienne. On regarde la dégénérescence de la nucléaire interne, donc pas la couche des ganglionnaires, autour de la macula. Donc vous voyez que le glaucome n'est pas qu'une maladie du nerf optique et qu'elle associe d'autres acteurs rétiniens qui sont en grande souffrance. Alors l'OCT en face, ou l'angio-OCT, nous a donné des images encore plus performantes. Alors vous avez ici à droite les microkystes, les nombreux microkystes qui s'associent à des zones où il n'y a plus de toute façon de cellules ganglionnaires. On les voit aussi un peu en haut. Et la plupart du temps, cette dégénérescence neuronale microkystique s'associe à une raréfaction vasculaire. Il y a donc une diminution de la vascularisation sans qu'on puisse dire si c'est elle qui précède ou si c'est elle qui suit. S'il n'y a plus de neurones, il n'y a plus de trame. S'il n'y a plus de trame, les vaisseaux ne peuvent que s'affaisser, se raréfier, et puisqu'il n'y a plus de besoin nutritif dans la zone. À l'inverse, on comprend bien que si les vaisseaux sont écrasés ou dégénèrent, forcément ça a un impact sur les neurones et ça participe aussi à leur dégénérescence. Alors on voit sur ces deux images, en haut à droite, la raréfaction vasculaire contre un nerf optique en grande souffrance, et au niveau périmaculaire, les zones grises correspondent à des manques de faisceaux de fibres. Donc on a dans ces cas-là, puisque la fonction est inversée par rapport à la structure, on a dans ces cas-là une perte majeure de tous les mi-champs visuels inférieurs qui correspond à toute la perte des cellules ganglionnaires supérieures. En angio-OCT, on se rend bien compte que la région maculaire est également touchée. Là où il n'y a plus de neurones, partie haute, il n'y a plus de vaisseaux. Mais même dans la partie basse, où théoriquement les neurones sont encore là, on voit assez souvent, comme sur l'exemple suivant, on voit, donc là c'est un peu l'inverse, c'est la raréfaction inférieure qui correspond bien à la perte de fibres inférieures et donc à la perte du champ visuel qui est très faible, mais bien réelle, en paracentrale supérieure. Mais il s'avère que dans les parties non malades, on voit aussi une atteinte vasculaire, ce qui est un peu normal puisque les cellules ganglionnaires se croisent au niveau du raphet médian, alors que les vaisseaux sont dans un réseau circulaire, dans un plexus circulaire, et dans lequel ce qui touche le bas peut éventuellement avoir un retentissement sur le haut et vice-versa, bien entendu. Voilà encore la qualité de la résolution de l'angiographie OCT. Il n'y a aucune injection, c'est de l'angio-OCT avec la raréfaction des vaisseaux contre le nerf optique en particulier ou dans les zones de perte cellulaire. Arrivons à la lame criblée qui est aussi un pôle d'intérêt intéressant puisque la lame criblée, c'est par là que passent les axones et
toutes les hypothèses mécaniques du glaucome reposent sur l'idée que les axones sont comprimés parce que, comme je vous l'ai dit, si sous l'effet de la pression, la lame criblée se creuse, elle écrase des axones qui ne peuvent plus avoir un trajet correct. Je vais essayer de vous le montrer. La lame criblée est sûrement un endroit très important et on peut penser d'ailleurs qu'il y a des anomalies de type génétique qui conditionnent cette lame criblée, avec des lames criblées plus à risque que d'autres en fonction de leur rigidité ou en fonction de leur taille. Mais évidemment, on n'a pas un accès facile à la lame criblée, et même en imagerie, on garde un accès limité parce qu'on ne voit réellement bien les pores naturels, les pores de la lame criblée d'une manière générale, que lorsque les pores de la lame criblée sont finalement vides de leurs axones. Donc on crée un biais, puisqu'on ne sait pas bien étudier les pores d'une lame criblée qui est pleine d'axones. Alors parfois on le voit très bien, comme ici sur un nerf optique normal, mais ce qui se passe dans l'anneau neurorétinien, là où passent les axones, finalement, on l'ignore un peu, on ne le voit que quand ça se libère et quand c'est ouvert. Vous voyez quand même les imageries, optique adaptative ou OCT en face, on arrive quand même à une qualité d'image assez extraordinaire. Et là on arrive à des analyses un petit peu plus nouvelles que nous avons faites dans l'équipe, en collaboration avec toute l'équipe du CIC de Michel Pack, et donc les membres de son équipe, pour essayer de suivre de profil et en face la lame criblée. Donc c'est des travaux qui sont faits chez moi par Paul Bastelica, mais qui impliquent toute l'équipe du CIC. Ces pores de la lame criblée, si on les suit couche par couche, on peut finalement arriver à en retracer le trajet. Et là, ça devient extrêmement intéressant parce qu'on peut arriver sur quelques exemples de trajets suivis à voir comment se comporte ce qu'on pense être le trajet des axones, puisque les pores sont traversés par des axones. Alors on va les retrouver plus ou moins droits, plus ou moins en zigzag, et évidemment ça peut nous donner des idées sur d'éventuels facteurs de risque. Voilà une très jolie vidéo qui vient de ces travaux et qui montre la reproduction du trajet des axones couche par couche et qui permet d'avoir donc ce type de trajet. On arrive donc à différents types de profils. Zigzag modéré chez un sujet sain, zigzag très serré sur un sujet glaucomateux, notamment sous l'effet de la pression oculaire, et puis le mystère de ces glaucomes à pression normale, où on retrouve des trajets qui sont un peu intermédiaires, en tout cas qui ne sont pas en zigzag, ce qui est logique puisqu'il n'y a pas de pression qui s'exerce sur la lame criblée à ce niveau. Je reviens, et j'aurai bientôt fini, sur la vascularisation. Est-ce que c'est la vascularisation qui conditionne la neuropathie? Est-ce que c'est la dégénérescence neuronale qui fait que la vascularisation se raréfie? Certainement un peu dans les deux sens. Donc c'est là qu'un autre travail donc avec Michael Atlan a été fait, et avec là aussi l'équipe et des membres de mon équipe, sur le laser Doppler holographique qui essaye de nous donner une idée de, là aussi sans injection de quoi que ce soit, une idée des indices vasculaires qui sont observables au niveau de la tête du nerf optique, et donc dans un contexte de glaucome pour ce qui nous a intéressés. On va pouvoir observer ainsi de manière non invasive le battement artériel, les artères et les veines, cette pulsatilité qui est normale, et je vous ferai remarquer que même donc, quand il y a une augmentation de la visibilité, c'est qu'on est en systole. Quand il y a une diminution de la visibilité, et alors nous avons étudié dans l'équipe différents paramètres qui pouvaient être offerts par cette technologie. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir vu dans un premier temps ce qui se passait sous l'effet d'une forte pression et ensuite une normalisation de la pression. Dans la forte pression, c'est-à-dire sur la vidéo de gauche, les artères s'allument et s'éteignent. Systole, il y a du signal. Diastole, la pression empêche le maintien dans le vaisseau d'un flux sanguin. Donc en diastole, l'artère est écrasée. On normalise la pression et on retrouve l'artère qui devient visible, même estompée en diastole, puisqu'il y a une diminution du flux, mais on garde un flux, non pas un flux intermittent avec des pulses, c'est ce qu'on voit sur les images jaunes de la courbe, mais on retrouve un flux intermittent avec des niveaux plus élevés, puis des niveaux plus bas, et ainsi de suite. Donc il y a bien une influence, comme ici aussi, même exemple, sur un œil avec un glaucome avec une très forte tension, qui là aussi a ce côté pulsatile avec extinction de l'artère dans les diastoles, puis après normalisation de la tension ou en comparaison avec l'autre œil, normalisation de cet effet pulsatile bien sûr toujours, mais sans extinction de l'artère au moment de la diastole.
Tout ceci peut se traduire également par des mesures plus précises. Et évidemment que nous avons regardé les glaucomes à pression normale, où là, on a un flux faible sur ces 3 exemples. Un flux faible, il n'y a pas d'extinction puisqu'il n'y a pas de pression, mais il y a bien quelque chose qui est différent au niveau de la vascularisation, sans qu'on puisse encore vraiment donner une réponse absolue. Alors, des tableaux qui peuvent nous permettre de dire qu'il y a des indices qui sont anormaux, peut-être une résistance augmentée, alors que pourtant, ce n'est pas la pression intraoculaire qui peut l'expliquer, une vitesse un peu plus importante dans certaines zones, donc peut-être une rigidité, peut-être une raréfaction vasculaire, peut-être une perturbation de l'autorégulation. Donc quelque chose qui évidemment est assez spécifique de ces glaucomes puisqu'on est capable de différencier par rapport à des hypertonies oculaires. Ce qu'on ne sait pas encore faire, c'est où est le seuil d'hypertonie oculaire à partir duquel il y a une perturbation vasculaire. Et après tout, est-ce qu'un flux sanguin pulsatile où la diastole les vaisseaux en diastole sont écrasés, est-ce que c'est ça qui est très pathologique? Est-ce que c'est ça qui crée la dégénérescence? C'est pas sûr du tout. C'est un effet collatéral possible. Donc, quelques mots pour dire qu'il y a une application à la recherche clinique qui découle de ce que je vous ai dit là. Il n'existe aujourd'hui que des thérapies capables de baisser la pression intraoculaire pour protéger le nerf optique. Ça marche, c'est ce qui est efficace, mais il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'on ne traite pas la neuropathie glaucomateuse en tant que telle, on la traite par son facteur de risque. Alors, heureusement que ça fonctionne bien, mais on ne la traite que par son facteur de risque. Donc, évidemment, lorsque le facteur de risque est traité ou n'est pas proéminent dans le développement, on comprend qu'on a un résultat qui peut être insuffisant. Donc, la recherche de thérapie neuroprotectrice est évidemment la quête du Graal depuis des décennies. Malheureusement, tout ce qui a été tenté, malgré des dossiers précliniques extraordinairement riches, des hypothèses extrêmement bonnes, tout a échoué. Alors ça a échoué peut-être pas parce que les produits étaient mauvais, mais parce que la méthodologie était en tort. Et on revient à des questions fondamentales qui ont été évoquées tout à l'heure. Alors la méthodologie, on comprend. On ne pouvait jusqu'à présent qu'évaluer la neuropathie et son évolution que par le champ visuel. Or, le champ visuel, c'est subjectif. Il faut donc trouver des personnes qui ont une évolution de leur champ visuel sur un certain temps. Or, c'est une maladie longue, sur des années. Donc, mettons sur 2 ans. Mais de manière, avec des gens qui font leur champ visuel de manière extrêmement fiable, en étant bien habitués, parce qu'il y a l'effet subjectif, il y a le stress, en sortant de l'influence de la pression oculaire, parce que de toute façon, on ne peut pas laisser une pression oculaire forte dans ce genre de situation sans la traiter, ce ne serait pas éthique, puisqu'on sait comment on peut traiter les patients. Donc il faut qu'on les traite et qu'on contrôle la pression oculaire, qu'on observe que ça s'aggrave quand même, ou que la tension n'ait jamais été très forte, et qu'on ait quand même une évolution. Vous voyez que ça fait beaucoup de si pour arriver à cibler une population qui est finalement pas majoritaire, et fort heureusement d'ailleurs. Et puis les facteurs non pressionnels, forcément, ils interviennent beaucoup, mais on ne les connaît pas. Alors, il y a les apnées du sommeil, il y a des hypotensions artérielles, il y a les syndromes de Raynaud, il y a les migraineux. Donc, on va mettre dans cette catégorie de patients à étudier des choses qui sont, enfin, des gens qui ont quand même une variabilité individuelle relativement forte. C'est pour ça que la question de remplacer l'évaluation de la neuroprotection faite sur le champ visuel par les analyses structurales et donc l'imagerie devient évidemment un enjeu extrêmement important. Sauf que pour le moment, la FDA, qui donne un peu le là dans ce genre de matière, n'a pas encore validé l'imagerie comme étant susceptible d'être un facteur, ce qu'on appelle un surrogate marqueur, un facteur d'analyse substitutif, qui permettrait de vraiment dire « ça y est, c'est bon, votre produit est capable d'assurer une neuroprotection ». Ça va sûrement bouger vu tout ce que je vous ai expliqué sur les progrès de l'imagerie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un exemple, il y a une quinzaine d'années, d'un produit utilisé dans l'Alzheimer qui semblait très prometteur, avec beaucoup d'arguments, un antiglutamate, mais qui a échoué en coûtant quelques dizaines de millions de dollars, ce qui, à l'époque, a fait très peur au laboratoire. Aujourd'hui, quand on parle à quelqu'un, un laboratoire en matière de glaucome, de neuroprotection, on voit les gens se figer, se bloquer en se disant « Ouh là là, on ne va jamais prendre le risque de tomber comme ça a déjà été fait ». Donc, évidemment que c'est quelque chose d'encore difficile. La subjectivité des champs visuels, je vous montre, vous avez une jolie pente, enfin une jolie, c'est très relatif, mais la suite est plus sympathique. On a une pente sur 4 champs visuels, on voit bien qu'il y a une aggravation du champ visuel,
Et puis, une réamélioration. Que s'est-il passé? On a opéré le patient de la cataracte. Donc, on peut quand même avoir quelques variabilités qui sont, dans un certain nombre de cas, des bonnes nouvelles. Alors, de la même manière, certes, l'analyse de structure est très performante, mais quand même, de temps en temps, là j'ai choisi un exemple où il y a quand même du yo-yo, et de temps en temps, on a quand même des surprises un peu curieuses avec des points aberrants et des variations qui ne s'expliquent pas très très bien sur une mécanistique théoriquement extrêmement objective. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.